intéressant du chapitre reins et grossesse. Donc, on va partir d'une vignette clinique. Alors, on a une dame de 23 ans. Elle est enceinte, G1, P0, A0, c'est sa première grossesse, enceinte à 23 semaines d'aménorrhée, et elle consulte aux urgences pour céphalée. À l'examen, vous trouvez une pression artérielle à 150 sur 95 mm de mercure. Vous constatez des œdèmes des membres inférieurs modérés de type rénal. Et quand vous faites les bandelettes urinaires, vous trouvez une protéinurie à 3 croix avec une hématurie négative et une glucosurie à 1 croix. Quelles sont les étapes de votre conduite à tenir? On doit chercher s'il y a déjà une néphropathie préexistante à la grossesse. D'accord, ça c'est pour le diagnostic positif de ce qu'elle présente la dame en fait, c'est ça? Mais là, quand vous la recevez aux urgences, elle a des céphalées avec une pression artérielle à 150 sur 95 mm de mercure, des œdèmes et la constatation urinaire. La première des choses, aux urgences, vous êtes aux urgences, hein, quand vous trouvez quelqu'un d'hypertendu à 23 ans, vous faites quoi? Quelqu'un d'hypertendu tout court. Donc là, vous constatez quand même une hypertension artérielle, non? Pour monsieur tout le monde, la tension artérielle est élevée à partir de quel chiffre? 14,9. 14,9. Érige, est-ce que tu es d'accord? Érige? Est-ce que tu es d'accord que les chiffres tensionnels sont élevés à partir de 140 sur 90 mm de mercure? Oui, madame. D'accord. Donc, c'est une dame hypertendue. La première des choses que vous faites, Érige, quand vous recevez quelqu'un d'hypertendu aux urgences, vous faites quoi? Vous êtes aux urgences. Ah, qu'est-ce que vous faites? Non, je t'entends le traitement. En fait, aux urgences, on élimine une urgence. C'est-à-dire, une HTA, ça peut retentir sur les organes cibles d'une façon brutale. C'est-à-dire, ça peut retentir sur le cœur, ça peut retentir sur les yeux, ça peut retentir sur le cerveau, ça peut retentir également sur les... D'accord? Alors? Les signes de gravité, on commence le traitement. Exactement. Donc, on élimine une urgence hypertensive, en fait. D'accord? La première des choses, c'est d'éliminer une urgence hypertensive, auquel cas, vous allez instaurer en urgence un traitement, comme vous l'avez dit. Après, vous faites quoi en ayant éliminé une urgence ou bien en l'ayant jugulée? Vous faites quoi? Vous avez une dame de 23 ans qui est enceinte à sa première grossesse, un terme 23 semaines, hypertension, œdème et bandette urinaire à 3 croix de protéinurie. Vous faites quoi? Vous allez quand même avancer pour poser un diagnostic. On avance comment pour poser un diagnostic? Dans l'examen, notre examen clinique, la première étape à faire consiste à quoi? Yasmine? On élimine une éventuelle souffrance fétale dans ce cas. Oui, on va y arriver, mais on va quand même mettre une étiquette à cette dame. Hein? On va mettre une étiquette, on va dire la dame hypertendue, la dame insuffisante rénale, on va lui mettre une étiquette. Donc, il lui faut un diagnostic déjà, non? Avant de vérifier l'enfant, avant d'appeler le gynécologue, tu vas quand même lui dire que cette dame a une pathologie et que pour aboutir au diagnostic, tu vas commencer petit à petit par quoi? Par l'interrogatoire, non? On commence l'examen clinique, c'est pas par l'interrogatoire? Oui. Alors, tu vas demander quoi? Si elle a des antécédents familiaux déjà, et puis personnels. C'est ça? Oui. Est-ce qu'elle a des pathologies connues? Parce que c'est pas comme la même chose si elle a une pathologie sous-jacente que si elle n'avait rien. C'est pas la même chose si elle... On demande s'il n'y a pas eu un épisode de toxémie gravidique dans la famille. D'accord. Ou bien chez elle également.
Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'elle a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire? Est-ce qu'elle a déjà fait des avortements ou pas? Est-ce qu'elle a des anomalies systémiques? Est-ce qu'elle se connaît porteuse d'une maladie quelconque? Est-ce qu'elle a d'autres symptômes? C'est très important tout ça. OK? Et puis, vous allez quand même compléter votre examen clinique. N'oubliez pas, bien sûr, l'examen gynécologique. Vous allez après demander des examens complémentaires dont l'exploration fœtale. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une urgence? Non, il n'y avait pas. C'était une HTA modérée. Il n'y avait pas de signe neurologique ni respiratoire. L'interrogatoire, donc, il n'y avait ni antécédents familiaux ni personnels. L'examen clinique et obstétrical, il n'y avait rien d'autre. Allô, oui? Donc, vous complétez par l'examen clinique et obstétrical pour finir par les examens complémentaires. Alors, un petit rappel des modifications anatomiques et fonctionnelles au cours de la grossesse pour dire qu'il y a des modifications anatomiques qui sont un type d'une augmentation de la taille des reins. La dame voit ses reins augmenter en volume par augmentation des volumes vasculaires et interstitiels. Il y a une hypotonie des voies excrétrices et c'est l'effet des œstroprogestatifs et une dilatation modérée des cavités excrétrices, surtout à droite, surtout près du terme, par compression du fœtal. Comme modification fonctionnelle, on a un effet de la grossesse sur la pression artérielle avec une augmentation du débit cardiaque et malgré cette augmentation du débit cardiaque, on voit les chiffres tensionnels s'abaisser au cours de la grossesse et cette baisse est constatée dans les premiers 6 mois et c'est dû à des hormones vasodilatatrices qui sont synthétisées par l'utérus gravide et c'est surtout les prostaglandines et la progestérone. Et à proximité du terme, la pression artérielle rejoint celle qui est existante avant la grossesse. À côté de les modifications tensionnelles, on a une rétention hydrosodée qui est importante avec un gain de 6 à 8 litres d'eau et une prise de poids de 12 à 14 kilos pendant toute une grossesse. Plusieurs facteurs incriminés, l'aldostérone, les oestrogènes, le cortisol surtout. Maintenant, quels sont les effets de la grossesse sur la fonction rénale? En fait, on a une hyperfiltration glomérulaire. C'est un rein qui commence à hyperfiltrer, qui hyperfonctionne et donc on va voir les chiffres des déchets azotés s'abaisser. L'urée, la créatinine, l'acide urique vont s'abaisser. Surtout, l'acide urique est un très bon marqueur du fonctionnement rénal au cours de la grossesse et on voit que la clairance de l'acide urique s'élève elle ne doit pas dépasser en tout cas les 350 micromoles par litre. C'est le seuil à partir duquel on dit que c'est un signe de gravité en fait, l'élévation des chiffres d'acide urique pendant la grossesse. Il y a des modifications tubulaires avec une glycosurie et une augmentation de l'aminoacidurie. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement une augmentation de la charge filtrée puisque ça hyperfonctionne, le sang passe beaucoup plus de fois par le rein et la charge filtrée augmentée donnera la glucosurie et l'aminoacidurie. Tout ça ne modifiera jamais, ne devrait pas en tout cas augmenter la protéinurie qui sera inférieure à 300 mg par 24 heures. Donc, on ne devra pas dépasser le seuil de 300 mg par 24 heures de protéinurie au cours d'une grossesse physiologique normale. C'est bon? Donc, ça, c'est la physiologie. Alors, comment classer l'hypertension artérielle chez cette patiente? Sarah Khmira. Tu es avec nous, Sarah? Sarah? Oui, d'accord, Sarah. Comment tu classes l'hypertension artérielle chez cette patiente? Je reviens, c'est une dame de 23 ans. Si tu fais un petit résumé pour me donner après le classement de l'HTA chez cette patiente. C'est une patiente qui est hypertendue. C'est une patiente de 23 ans Mm-hmm. Qui a une tension élevée, 150-95, avec deux œdèmes des membres inférieurs et protéinurie à la bandette urinaire. D'accord. Et est-ce qu'elle a des antécédents ou pas?
Non, Non, elle n'a pas d'antécédents, ni personnels, ni familiaux, mais surtout personnels. Et c'est quoi son terme? 23, 23 23 semaines. semaines d'aménorrhée. D'accord. Donc, tu classes comment le désordre hypertensif chez elle? Pré-éclampsie pure. C'est la pré-éclampsie, ou bien on l'appelait avant la toxémie gravidique pure. C'est la pré-éclampsie, en fait. Alors, en fait, le classement des désordres hypertensifs au cours de la grossesse, ça repose sur l'existence de l'hypertension artérielle chez la femme avant la grossesse ou pas. Est-ce qu'elle avait une néphropathie sous-jacente et sur la protéinurie au cours de cette grossesse, et puis le terme. Si on a une pression artérielle avant la grossesse normale, avec une protéinurie au cours de la grossesse, avec un terme qui dépasse les 20 semaines d'aménorrhée, c'est la prééclampsie. Si la pression artérielle avant la grossesse était normale, avec seulement une hypertension artérielle sans protéinurie sur un terme qui dépasse les 20 semaines d'aménorrhée, on parle d'une HTA gravidique. Si par contre, on a une pression artérielle élevée avant la grossesse avec une néphropathie sous-jacente, comme en témoigne la protéinurie avant la grossesse, c'est une prééclampsie encore, mais surajoutée sur une néphropathie sous-jacente. Si il y a une hypertension artérielle avant la grossesse et sans protéinurie pendant la grossesse, c'est une HTA chronique, c'est seulement une patiente qui est hypertendue chronique et c'est sur un terme donc qui est antérieur à 20 semaines d'aménorrhée. Vous êtes d'accord? Elle est Youssef. Youssef? Youssef, tu nous entends? Youssef? Soulaïma? Tu es là? Soulaïma? Qui m'entend? On peut s'entendre. Tu es qui? Yasmine. Il n'y a que toi apparemment qui est là. Alors Yasmine, je te donne l'exemple d'une dame diabétique de type 1 avec une néphropathie diabétique. Elle a une protéinurie à 3 grammes avant la conception d'une grossesse et qui fait une hypertension artérielle à 24 semaines d'aménorrhée. Tu la classes comment? Tu as le tableau devant toi. C'est une prééclampsie surajoutée. D'accord. OK. Alors, on avance. Je vais vous faire comprendre, en fait, vous expliquer le terme d'éclampsie, c'est quoi? De prééclampsie, ça vient de quoi? En fait, ça vient de éclampsie. L'éclampsie, c'est un jet de lumière. Un jet de lumière, c'est un éclair lumineux, en fait. Pourquoi on l'appelle jet de lumière? C'est en fait parce qu'on a constaté que certaines dames, pendant la grossesse, font des convulsions d'une façon brutale. C'est l'éclampsia. Éclampsis, ça vient d'un terme grec, éclampsis, en fait. Puisque les constatations d'une protéinurie avec hypertension artérielle précèdent cette éclampsie, cette convulsion, c'est pour ça qu'on l'appelle éclampsie. Donc, en fait, c'est le jet de lumière qui est précédé par une HTA et protéinurie. Et cette HTA et protéinurie, l'association d'une HTA et protéinurie, cette association donc est appelée prééclampsie. Comment on définit une prééclampsie? On définit par l'association, comme on l'a dit, de deux éléments. C'est une hypertension artérielle chez une dame qui est en décubitus latéral gauche ou assise. La définition, c'est une tension artérielle systolique qui dépasse ou bien égale à 140 mm de mercure et ou une tension artérielle diastolique égale ou supérieure à 90 mm de mercure à 2 mesures avec une protéinurie qui dépasse donc le seuil qu'on a précisé tout à l'heure, 300 mg par 24 heures.
Bien sûr, il faut avoir un terme qui dépasse les 20 semaines d'aménorrhée. Ça ne doit pas se déclarer avant 20 semaines d'aménorrhée, sinon on est dans quelque chose de préexistant. Ce n'est pas la grossesse qui est en cause de cette hypertension artérielle. Et cette dame, bien sûr, doit être indemne de toute atteinte rénale ou vasculaire. Sinon, on serait dans la prééclampsie surajoutée. Et cette prééclampsie, comme on l'appelait avant, est pure, c'est-à-dire qu'elle ne récidive pas, elle ne garde pas de séquelles et tout devrait disparaître dans les 6 mois qui succèdent l'accouchement. Alors, ça touche en fait surtout la population des pays en voie de développement. C'est 10 à 15% des primipares et 2 à 5% des multipares. L'âge de survenue, en fait, on a 2 pics. Soit des femmes jeunes, inférieures à 20 ans, soit quand même des grossesses à un âge avancé, plus que 37 ans. Alors, quelqu'un pourrait me donner des facteurs qui favoriseraient cette prééclampsie? Amal? Les âges extrêmes. Les âges extrêmes, oui, ça c'est le terrain. Des antécédents familiaux de prééclampsie. Quoi d'autre? Le diabète, l'HTA, etc. D'accord. Grossesse gémellaire. Les grossesses gémellaires, oui. Une maladie hématologique telle qu'une thrombophilie. D'accord. Est-ce que le terme de conception de la grossesse par rapport au mariage importe? Oui, la conception précoce est un facteur de risque. Pourquoi? En fait, parce que la grossesse est comme une greffe. C'est-à-dire la dame va porter la moitié d'un tissu qui lui est propre à elle et la moitié de quelqu'un d'étranger. Et si la grossesse est très précoce par rapport au mariage, cette dame n'a pas eu le temps pour que son corps tolère les antigènes du mari. Donc, une grossesse très précoce par rapport au mariage est un facteur de risque comme un rejet en fait, comme si la femme rejetait la partie qui ne lui est pas propre. Donc, si on veut, il vaut mieux avoir une grossesse quand même après que la dame ait eu une tolérance aux antigènes de son mari. Quoi d'autre comme facteur favorisant? Une hydramniose par compression. Tout ce qui augmente en fait le volume utérin. La primiparité. L'obésité. L'obésité, oui. Voilà, vous avez presque tout dit. Je vais encore les citer. Madame? Oui. Madame, j'ai une question. Youssef, oui, Youssef. Voilà. Madame, vous venez de dire une conception précoce, elle favorise. Vous dites que la dame elle n'a pas eu le temps de reconnaître les antigènes de son mari. Mais je reconnaître, en fait, elle va les reconnaître, mais il faut qu'elle soit tolérante. Quand on fait une greffe, par exemple, d'un tissu autre que le bébé, c'est une greffe, rarement, c'est une greffe, la grossesse. Par exemple, si on fait une greffe rénale, on donne des immunosuppresseurs pour que l'organisme ne rejette pas ce tissu qui lui est étranger. D'accord? Donc, une grossesse, la dame a une grossesse et le bébé, qui m'a que la cellule, elle contient sa moitié de matériel génétique et l'autre moitié, elle provient du mari. On ne donnera pas d'immunosuppresseur pour qu'elle tolère ce tissu, mais un phénomène physiologique qui va s'installer pour que la dame tolère les antigènes de son mari. Ok? Tu es d'accord, Youssef? Madame, est-ce que femme un substratum physiopathologique ou la physiologique, la tolérance, Bien sûr, si elle ne tolère pas, si elle est trop rapide la grossesse, la dame risque, entre guillemets, de rejeter la grossesse et de faire une toxémie gravidique.
Mais c'est plutôt psychologique, non? Non, c'est pas du tout psychologique, c'est pas psychologique. Non, c'est un problème immunologique plutôt que psychologique, hein. C'est Immunologique. immunologique. C'est comme si elle rejetait la Oui. partie qui lui est pas propre. Mhm. D'accord? Faut pas faire peur aux dames, en fait, mais c'est comme ça, hein, une grossesse, la dame, tu peux comprendre que la moitié d'un matériel génétique d'un enfant, ça provient du papa et l'autre de la mère. Donc, la maman porte quand même des tissus, la moitié du bébé, ce n'est pas à elle, hein. Donc, elle risque de le rejeter. OK? Ok, ok. D'accord. Donc, on avance. Je vais vous les citer, les facteurs favorisants. Les âges extrêmes, l'histoire familiale de prééclampsie, la conception précoce après constitution du couple, l'HTA, le diabète, l'obésité, les grossesses multiples, l'hydramniose, donc tout ce qui augmente mécaniquement le volume utérin. Bien sûr, un problème vasculaire de thrombopathie ou bien d'anticorps d'anticoagulants circulants, ou bien un antiphospholipide, ou bien une hyperhomocystéinémie, un déficit en protéines CS, donc tout ce qui favorise en fait les thromboses, un mol hydatiforme de croissance rapide, donc une augmentation, c'est-à-dire ça rejoint l'augmentation du volume utérin, et puis paradoxalement l'absence de tabac. En fait, les dames tabagiques seraient protégées contre une toxémie gravidique. Il faut prendre ça avec réserve, hein. Donc, on ne va pas encourager le tabagisme chez la dame, surtout si elle essaie de faire une conception. Voilà. Quelle est la physiopathologie de cette prééclampsie? En fait, Youssef, ça reste encore une maladie mal connue, hein. Donc, il y a en fait une maladie de l'endothélium, hein. C'est une endotéliopathie, on va dire, des vaisseaux utéroplacentaires et de la microcirculation rénale de la dame. En fait, le primum movens ou bien la physiopathologie initialement provient du rein de la dame. Il y a une modification de sa microcirculation. Et ce qui témoigne de la précocité ou bien l'implication du rein dans la physiopathologie de la prééclampsie, c'est cette protéinurie qui fait partie de la définition même de la prééclampsie. Ce qui se passe histologiquement, c'est en fait un défaut d'invasion des artères spiralées utérines par les cytotrophoblastes. Donc, les artères spiralées de l'utérus ne sont pas envahies par les cytotrophoblastes et il y aura au niveau donc du placenta une ischémie placentaire qui sera favorisée par les facteurs mécaniques qu'on vient de citer, par des facteurs immunologiques dont Youssef, le problème de tolérance, dont un problème immunologique dû à par exemple un lupus érythémateux systémique, dans un problème de thrombopathie ou bien un problème de coagulopathie, un problème de thrombophilie en tout court. Donc, ce qui se passe en définitive, c'est une ischémie du placenta. C'est un placenta qui devient ischémié et il y aura un déséquilibre entre les prostaglandines vasodilatatrices et les thromboxanes vasoconstrictrices. Il y aura donc une baisse des prostaglandines. On a dit au tout départ que pendant une grossesse physiologique, on a une augmentation des prostaglandines qui sont censées abaisser les chiffres tensionnels. Au cours de la prééclampsie, on a par contre une baisse des prostaglandines avec activation plaquettaire et ce qui en vient en conséquence, c'est une CIVD, une atteinte systémique. Et de l'autre côté, on a une augmentation des thromboxanes A2 qui sont vasoconstrictrices et sont en cause de l'hypertension artérielle. D'accord? Vous comprenez un peu? Donc, plusieurs facteurs intriqués pour donner à la fin une ischémie placentaire, un déséquilibre hormonal, un déséquilibre entre surtout prostaglandine et thromboxane A2 et une souffrance systémique. Oui. Madame Belé, نرجع بك شوية. قولي تفضل وين نحب نرجع. Madame, في les facteurs favorisants. C'est noté في الcours هو que l'absence de tabac favorise la prééclampsie. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Ça, c'est il n'y a pas à comprendre, en fait, c'était des constatations épidémiologiques, hein.
peut-être que la présence de nicotine favoriserait plutôt la vasodilatation. Hein. C'est ce qui a été avancé comme hypothèse. Parce que, au cours de la prééclampsie, on a un défaut de vasodilatation. On a plutôt une vasoconstriction qui sera supérieure à la vasodilatation. Et on s'est dit que peut-être c'est-à-dire épidémiologiquement, on a constaté que les dames tabagiques font moins de prééclampsie, mais l'explication présumée, c'est peut-être une vasodilatation favorisée par le tabagisme. OK? Merci. Rien. Alors, Youssef, qu'est-ce que tu vas faire comme examen clinique? Qu'est-ce que tu vas trouver plutôt à l'examen clinique d'une dame prééclamptique? Quand tu l'examines, à part la tension… Protéinurie de 24 heures. Non, l'examen clinique, hein, l'examen physique, on va dire. Donc, œdème des membres inférieurs. Des œdèmes de type rénal. Est-ce que les œdèmes font partie de la définition de prééclampsie? Non, madame. Ça fait pas partie. En fait, on a une rétention hydrosodée physiologique. On gagne jusqu'à 14 kilos pendant une grossesse, une rétention de beaucoup de sel, d'eau également. Donc, c'est vrai qu'avant, quand la définition de prééclampsie était faite d'une triade, œdème, protéinurie et HTA. Maintenant, non, on a enlevé les œdèmes comme élément de la définition pour retenir seulement l'HTA et la protéinurie, étant donné que les œdèmes sont physiologiques et on peut avoir des œdèmes même importants sans être prééclamptique. Donc, on va constater une dame en œdème. Bien sûr, la pression artérielle qui est élevée au départ, avec le terme qui est plus que 20 semaines d'aménorrhée. Les œdèmes, en fait, un élément ou bien une caractéristique ou bien un signe qui est très évocateur au début, au tout début, c'est le signe de la bague. C'est-à-dire, c'est en fait surtout des femmes, des jeunes mariées qui ont leurs alliances et elles constatent, étant enceintes, que leur alliance ne peut plus être retirée du doigt. C'est le signe de la bague. Une prise de poids, bien sûr, qui est plus exagérée qu'au cours, ou bien l'installation des œdèmes et avec une prise de poids qui est plus rapide au cours de la prééclampsie. Les urines, donc, puisqu'il y a une rétention hydrosodée, on va voir des urines qui se raréfient avec une oligurie. Et la bandelette, bien sûr, on va constater cette protéinurie. Il n'y aura pas d'hématurie. Et on a dit tout à l'heure que la charge filtrée de glucose est élevée. Donc, on aura une glucosurie qui est fréquente, mais qui n'est pas significative. D'accord? Vous suivez jusque-là? OK? Oui. Alors, ça, c'est pour l'examen clinique. L'examen obstétrical, donc il faudra vérifier que le col élan est fermé, que l'utérus c'est-à-dire il faut vérifier la hauteur utérine. En général, l'utérus est plus petit par rapport à l'âge de la grossesse parce que on va voir tout à l'heure les complications de la prééclampsie, mais en général, on a une hypotrophie au cours de la prééclampsie. On va vérifier que les BDC sont perçus et si c'est une prééclampsie, donc une toxémie gravidique pure, on n'est pas censé trouver de signes extra-rénaux. Donc, ce n'est pas se rajouter sur une néphropathie ou bien sur une maladie systémique. La biologie, donc la protéinurie, on a dit le seuil, c'est 0,3 g par 24 heures. Le CBU est systématique, on ne trouvera pas d'hématurie, la leucocyturie non plus, parce qu'on n'est pas dans le contexte d'infection. Et puisqu'on a une rétention hydrosodée, donc la natriuréa sera abaissée donc avec un rapport de sodium-potassium inférieur à 1. Au niveau du sang, donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a une hyperfiltration glomérulaire avec une diminution des déchets azotés, de l'urée, de la créate, de l'acide urique essentiellement. Et je vous ai dit que l'augmentation de l'acide urique est un facteur pronostic, c'est un facteur de gravité. Quand ça dépasse les 350 micromoles par litre, la sonnette d'alarme doit être tirée. Les chiffres d'urée et de créate s'abaissent, mais quand c'est plus que 5 millimoles par litre d'urée ou bien plus que 70 micromoles par litre de créate, on va parler d'une insuffisance rénale.
La protéinurie, maintenant, si elle est abondante, si elle dépasse les 3 grammes par 24 heures, si elle induit une protidémie inférieure à 55 grammes par litre et une albuminémie inférieure à 25 grammes par litre, on va définir quel syndrome en fait. Une protéinurie massive qui retentit sur la protidémie et l'albuminémie, ça définit en général chez un patient chez une autre que au cours de la grossesse, ça définit quel syndrome? Un syndrome néphrotique. Chez une personne normale qui n'est pas enceinte du mois, une protéinurie plus que 3 grammes avec une protidémie inférieure à 60, une albuminémie inférieure à 30, ça définit le syndrome néphrotique. Étant donné que chez la dame enceinte, on a une rétention hydrosodée avec une hémodilution, on abaisse les seuils qui définissent le syndrome néphrotique pour 25 grammes par litre d'albumine et 55 grammes par litre de protitoto. D'accord? Vous avez retenu? Oui. Maintenant, je trouve une néphropathie sous-jacente, mais découverte grâce à la grossesse, décompensée. Oui, oui, bien sûr, c'est une très bonne réflexion. Déjà, quand on reçoit la dame enceinte, on l'interroge. Est-ce qu'elle avait déjà des œdèmes avant la grossesse? Est-ce qu'elle avait déjà des bilans de fait? Est-ce qu'elle était hypertendue avant la grossesse? Si tout est négatif, surtout si on a des bilans biologiques à l'appui, on va se dire que c'est une prééclampsie tout court, donc une toxémie gravidique pure. Mais bien sûr, c'est l'intérêt du suivi post-accouchement. C'est pour ça que toute dame qui présente une prééclampsie est suivie par la suite en néphrologie. En sortant de l'obstétrique, de la maternité, elle est adressée en néphrologie où elle est suivie pendant au moins 6 mois. Si tout rentre dans l'ordre avant les 6 mois, c'est une prééclampsie. Si par contre la protéinurie persiste et plus ou moins l'hypertension artérielle, on va se dire c'est plutôt une prééclampsie surajoutée et là on va indiquer une ponction biopsie rénale. D'accord? Alors c'était ça la définition d'une prééclampsie, c'était c'était sans antécédent sur chez une dame présumée normale avec un suivi de 6 mois ayant montré que tout rentrait dans l'ordre. D'accord? D'accord. OK. Donc, on va également, au niveau de la biologie, demander une numération formule sanguine. On va rechercher, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un problème de CIVD qui peut être dû à une diminution des prostaglandines. On va voir donc, est-ce qu'il y a une hémolyse, est-ce qu'il y a une anémie, une thrombopénie, est-ce qu'il y a carrément une CIVD, on va vérifier le bilan hépatique, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous demandez comme examen radiologique chez une dame prééclamptique? Chez elle, est-ce que vous allez faire une radiothorax pour vérifier si elle a, par exemple, une HTA chronique retentissant sur le cœur avec une cardiomégalie? On peut recourir à l'échographie chez une femme enceinte. D'accord, excellent. Donc, irradiation, faut faire attention pendant la grossesse. C'est déjà un bon réflexe. Par contre, on peut quand même demander une écho abdominale pour vérifier la taille des reins. Est-ce qu'il y a quand même, si surtout elle a une insuffisance rénale, s'il y a un obstacle, parce que comme vous le savez, toute insuffisance rénale, même dans ce contexte particulier, il ne faut jamais rattacher l'insuffisance rénale tout le temps et directement à la grossesse. Il faut bien sûr chercher un obstacle de principe. On ferait quand même une échographie abdominale. Bien sûr, on fera l'écho obstétrical pour vérifier la grossesse, le fœtus, comment il va et bien sûr le Doppler ombilical qui va explorer la circulation utéro-placentaire.
très important de faire le Doppler ombilical, hein, parce qu'on va mettre en évidence cette anomalie de la placentation qui est histologique, hein, mais ça va se refléter sur le Doppler par une diminution de la, en fait, de la circulation au niveau, c'est-à-dire du côté du fœtus. Maintenant, quelles sont les complications à craindre au cours de la prééclampsie? Très important à connaître, ces complications qui concernent aussi bien le fœtus que sa maman. Hein. Donc, les deux sont source de complications. En fait, la prééclampsie est une maladie systémique qui va toucher presque tous les organes. Hein. C'est une anomalie de l'endothélium, en fait. C'est une endotéliopathie. C'est une anomalie comment on va dire, de coagulabilité systémique. Puisqu'il y a des vaisseaux partout, on risque d'avoir une complication à n'importe quel organe de cette dame. Et on va craindre surtout l'atteinte des organes nobles et les organes vitaux. On va commencer comme organe vital, et ce n'est pas par ordre de fréquence, mais en fait juste parce que c'est un organe très vital, c'est le cœur. Et on risque d'avoir un œdème aigu du poumon. On risque d'avoir donc une insuffisance ventriculaire gauche avec œdème aigu du poumon. Une dame enceinte prééclamptique, c'est la chose, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut voir, il faut vérifier si la dame présente une urgence hypertensive, parce qu'elle risque d'avoir une IVG, une complication de cette prééclampsie. Le cerveau, c'est l'autre organe qu'on craint, c'est-à-dire on craint une complication surtout neurologique après le cœur, c'est l'éclampsie. Je vous ai dit tout à l'heure que l'éclampsie, c'est de l'éclampsie que venait en fait la définition de la prééclampsie. Hein. C'est une complication très redoutable, elle est grave, sa fréquence diminue grâce à la surveillance des grossesses et avant la survenue de ces crises convulsives, on va trouver des facteurs, des signes prémonitoires. Si vous passez en gynéco, vous êtes déjà passé en gynécologie? Non, l'année prochaine. Alors, vous allez passer vos gardes, le deuxième étage, au niveau des grossesses à risque, à surveiller les dames prééclamptiques pour guetter l'apparition de signes de prééclampsie qui précèdent l'éclampsie. En fait, la dame va vous dire « j'ai des céphalées ». Je suis somnolente, j'ai des vertiges. Est-ce que vous allez demander tout ça? Hein? Est-ce que vous avez des bourdonnements d'oreilles? Est-ce que vous avez des vertiges? Est-ce que vous avez une diminution de l'acuité visuelle? Une baisse brutale de l'acuité visuelle, ça signe un œdème papillaire. Des épigastralgies en barre, au niveau de l'épigastre, donc on a une douleur en barre et surtout, objectivement, la présence d'une vivacité des réflexes ostéotendineux. C'est des signes qu'il faut guetter avant que la catastrophe arrive. En fait, c'est quoi l'éclampsie? C'est dû à une encéphalopathie convulsivante qui est due en elle-même à l'œdème cérébral. Donc, cet œdème cérébral qui va être vu au niveau du front d'œil par l'œdème papillaire va donner ces crises convulsives avec un coma post-critique. Et il faut faire attention parce que ces crises convulsives peuvent survenir avant l'accouchement et même après. Donc, il faut continuer la surveillance de la dame même après son accouchement. D'autres complications, le système hématologique, on risque d'avoir une hémolyse avec une destruction des globules rouges, une consommation excessive des globules rouges et donc ça va se refléter par une anémie. Et puis on peut avoir également une thrombopathie avec une thrombopénie, la formation de caillots au niveau de cailloux, hein, c'est-à-dire cailloux sanguins plutôt, c'est des plaquettes qui vont s'agréger au niveau vasculaire sur lesquelles vont être détruites les globules rouges pour donner cette anémie. Et d'une façon excessive, on peut avoir carrément une coagulation intravasculaire disséminée, comme on en témoigne l'allongement du temps de Quick, TCA donc allongé, une diminution du facteur 5, une diminution de l'anti-thrombine 3.
Maintenant, le foie. Le foie, il peut être victime de cette prééclampsie et on peut avoir une stéatose hépatique aiguë qui sera diagnostiquée au cours d'un ictère clinique avec à la biologie cytolyse, cholestase, CIBD sans hémolyse. C'est une complication qui est grave et menaçante pour la mère. L'évacuation utérine en est le traitement comme pour l'éclampsie en fait. Autre complication hépatique, c'est l'hématome sous-capsulaire du foie avec un risque même de rupture du foie. Le traitement salvateur, c'est l'évacuation utérine aussi. Maintenant, si on associe complications hématologiques avec complications hépatiques, on va définir le HELP syndrome. Le HELP syndrome, c'est défini par une hémolyse aiguë mécanique, donc hémolysis, une cytolyse hépatique sans ictère elevated liver enzymes et une thrombopénie secondaire aux thrombies de fibrine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une caillotage, présence d'une consommation de plaquettes au niveau de ces thrombies et low platelets. Donc, hémolyse, augmentation des enzymes hépatiques et thrombopénie, ça définit, tous les trois définissent le HELP syndrome. Le traitement salvateur est également une évacuation utérine. C'est une complication gravissime également. Pour le rein, en fait, le rein, je vous ai dit tout à l'heure, il fait partie ou bien il intervient dans la physiopathologie même de l'éclampsie. C'est une anomalie qui commence au niveau du rein. C'est une augmentation, c'est un problème de l'endothélium des capillaires glomérulaires au départ. Comme je vous ai dit, il y a une protéinurie qui témoigne que le primum movens provient au niveau du rein. En fait, c'est pas, je l'ai mis à la fin, c'est pas parce que c'est le dernier organe qui est atteint, plutôt c'est le premier organe qui est atteint au cours de la prééclampsie, mais je l'ai mis à la fin parce que ça reste quand même une complication qui implique ou bien qui met en jeu le pronostic fonctionnel et non pas le pronostic vital comme le cœur, comme le cerveau, comme le foie. D'accord? Donc, les complications rénales, on va surtout trouver une insuffisance rénale aiguë. Donc, on risque, la dame, à part la protéinurie, à côté de la protéinurie qui fait partie de la définition même de la prééclampsie, c'est-à-dire l'atteinte du rein n'est pas en elle-même une complication. Ça fait partie de la définition même. Mais la complication, c'est plutôt l'insuffisance rénale aiguë qui peut être due à tout ce qu'on vient de dire. Une hémorragie de la délivrance parce qu'elle a un problème de coagulation ou bien un saignement exagéré, un HELP syndrome, un hématome rétroplacentaire, une CIVD, l'éclampsie en elle-même. Donc, le rein peut être conséquemment atteint avec une insuffisance rénale aiguë. Soulaïma, tu m'entends? Oui, madame. Alors, est-ce que tu peux me résumer les complications maternelles de la prééclampsie, s'il te plaît? Anémie. Ah, c'est un peu en fait, pour les retenir, commence par tout ce qui est vital. Hein? C'est quoi les organes vitaux? Je vous ai dit, c'est une maladie systémique et on craint surtout une complication vitale. Le cœur, avec une IVG. Hein? Qu'est-ce qui fait peur également? Qu'est-ce qui est impressionnant? La survenue de ces convulsions, donc qu'on appelle comment au cours de la grossesse? Éclampsie. Voilà. Quel autre organe vital? Cœur, cerveau, foie, le foie. L'hématome sous-capsulaire du foie, la stéatose hépatique, c'est à craindre. Et puis, le système hématologique, au maximum une CIVD, hémolyse, thrombopénie, CIVD. Et si on réunit atteinte hématologique et hépatique, on obtient quoi? Là, on obtient quoi si on réunit l'atteinte hématologique et hépatique? Là, il a resté.
Est-ce que tu nous entends? Oui, madame. Alors, si on réunit une atteinte hématologique et hépatique au cours de la prééclampsie, on obtient quoi comme complication? Le head syndrome. Extraordinaire, d'accord. Et puis, à la fin, on a la complication rénale qui est conséquente à tout ça et on va avoir une insuffisance rénale aiguë. Est-ce qu'une protéinurie, Youssef, est une complication de la prééclampsie? Non, madame, ça fait partie de la définition. Extraordinaire. Donc, tu as tout compris. Merci. J'avance. Donc, on peut également avoir une insuffisance rénale aiguë par une microangiopathie thrombotique. C'est un problème endothélial, je vous ai dit. Donc, les vaisseaux du rein, à part les glomérules, peuvent… Donc, la microangiopathie thrombotique, c'est en fait, c'est des thrombis au niveau des petits vaisseaux, au niveau du rein, glomérulaires ou même les artères de plus grand calibre, un tout petit peu plus grand, ça définit donc une microangiopathie thrombotique. On peut avoir également l'insuffisance rénale aiguë par une nécrose tubulaire aiguë et même au maximum une nécrose corticale, c'est-à-dire tout le cortex rénal est nécrosé. C'est irrécupérable en fait, pas comme la nécrose tubulaire aiguë, sauf si elle est partielle. Maintenant, les complications fœtales de la prééclampsie. À côté des complications maternelles, on a des complications fœtales. C'est surtout l'hypotrophie fœtale, la souffrance fœtale, la prématurité, la mort fœtale in utero et même des complications placentaires avec une hypotrophie et des infarctus au niveau du placenta. L'évolution, donc après l'accouchement, pour la mère, l'HTA devrait disparaître en quelques heures à quelques jours. Les œdèmes vont diminuer rapidement et la fonction rénale se normalise. La protéinurie ne doit pas dépasser les 6 mois. C'est pour ça, Yasmine, je te dis qu'il faut surveiller la dame pendant 6 mois après l'accouchement. Et il faut noter qu'une crise d'éclampsie, il faut tout le temps continuer à guetter une crise d'éclampsie même après l'accouchement parce qu'elle peut survenir même dans les jours qui suivent l'accouchement. Pour le fœtus, il y a un risque à la naissance d'hypoglycémie, d'hypocalcémie, d'inhalation de liquide amniotique et le risque de décès persiste en période périnatale. Les signes de gravité, on va les résumer en quelques signes. Donc, la pression artérielle sévère, c'est-à-dire plus que 160 mm de mercure de systolique et ou 110 mm de mercure de diastolique. Une oligurie, ça signe donc une atteinte organique rénale, donc l'insuffisance rénale aiguë. Un syndrome néphrotique est un signe de gravité également. La protéinurie en elle-même n'est pas c'est pas une complication, ça fait, comme on l'a dit, partie de la définition même, ça fait partie de la physiopathologie, mais l'oligurie, le syndrome néphrotique, l'insuffisance rénale, l'hyperuricémie, c'est des éléments de mauvais pronostic ou bien de signes de gravité. L'hyperuricémie fait partie des signes de gravité quand ça dépasse les 350 micromoles par litre. Ça, c'est pour la mère. Les signes de gravité fœtale, c'est une diminution des mouvements actifs fœtaux et un fléchissement de la croissance fœtale. Pour les facteurs chez le fœtus toujours, c'est l'altération de la vélocité sanguine. Pour les facteurs de mauvais pronostic, l'HTA non contrôlée, le syndrome néphrotique encore comme signe de gravité et de mauvais pronostic, et une insuffisance rénale avec une créatinine qui dépasse les 160 micromoles par litre, c'est un élément de mauvais pronostic. Quelqu'un pour me rappeler le seuil pour définir l'insuffisance rénale en cas de grossesse? Rapidement. Créat qui dépasse? Sans revenir au cours. La créatinine, quand elle dépasse quel chiffre pour parler d'insuffisance rénale? Youssef? Non? Madame, une fourchette entre 120 et 140, non? Non, ça c'est pour une personne, même pas. Il ne faut pas dépasser, même pour une personne normale, il ne faut pas dépasser les 120 micromoles par litre. Pour une dame enceinte, il ne faut pas dépasser les 70 micromoles par litre, Youssef. Plus que 70 micromoles par litre, c'est une insuffisance rénale pendant la grossesse.
160 micromoles par litre, quand on la dépasse, c'est un facteur de mauvais pronostic. OK? On retient ce chiffre. Hein? Quel élément de surveillance on va préconiser chez une dame enceinte prééclamptique? Chez la mère, donc, quand vous l'avez, c'est-à-dire deviné, c'est la tension artérielle, le poids, la duresse, la bandelette urinaire, la température, la hauteur utérine, l'examen cardiovasculaire, pulmonaire et neurologique. Objectivement, je vous l'ai dit, pour guetter une éclampsie, c'est la vivacité des réflexes osteotendineux. Vous allez les répéter à maintes reprises pendant la journée, pendant votre stage en gynéco. La douleur abdominale. Comme biologie, le groupage sanguin, bien sûr, c'est une dame qui risque de saigner à tout moment. Il faut avoir à disposition un groupage sanguin. La protéinurie. La créatinine, bien sûr, si elle fait une insuffisance rénale. LNFS, si elle fait l'hémolyse, si elle fait la thrombopénie. L'ionogramme, si elle fait l'insuffisance rénale avec hypercalémie. L'acide urique, c'est un facteur de gravité. L'électrophorèse des protéines plasmatiques, si on peut définir ou pas un syndrome néphrotique. La glycémie, le bilan hépatique, si elle fait une complication hépatique, et le bilan de coagulation, les fibrinogènes, le TP et les produits de dégradation de la fibrine. Chez le fœtus, on va surveiller donc le fœtus par les mouvements actifs photo et quand ça devient possible, à partir de 26 semaines d'aménorrhée, on va faire des enregistrements de rythme cardiaque photo. On va voir, bien sûr, à l'échographie Doppler s'il y a une diminution de la vélocité sanguine au niveau du côté fœtal et des artères utérines. Et on va, au niveau de l'échographie obstétricale, guetter un retard de croissance intra-utérin. Le traitement. Quel traitement est-ce que vous préconisez pour une dame prééclamptique? Une anti-agrégation préventive. Extraordinaire. Donc, tout le temps, le premier volet du traitement, c'est préventif. La prévention. On peut prévenir une prééclampsie par l'anti-agrégation à base d'aspirine. À la dose de 100 à 250 mg par 24 heures. On le débute à 14 semaines d'aménorrhée, on l'arrête à 14 semaines d'aménorrhée parce qu'il y a un risque d'avortement hein, si on l'instaure plus précocement. Et après 36 semaines d'aménorrhée, on devrait donc arrêter. Hein, il ne faut pas dépasser les 36 semaines d'aménorrhée, sinon il y a un risque hémorragique pendant l'accouchement. C'est indiqué quand la dame a des antécédents de toxémie gravidique ou d'hypertension artérielle gravidique, ou bien c'est chez une primipare qui a des antécédents plutôt familiaux de toxémie gravidique avec des anomalies, si on constate au niveau du Doppler des anomalies de la vascularisation utéroplacentaire. Deux indications donc de l'aspirine au cours d'une grossesse. Le traitement, il est symptomatique quand on a l'hypertension artérielle pour éviter les complications graves chez la maman et éviter la souffrance fœtale et la mortalité périnatale. La cible, c'est un chiffre tensionnel à 14,9 en 2 à 5 jours. Le régime sans sel est proscrit. Il ne faut jamais indiquer un régime sans sel chez une dame enceinte sous prétexte qu'elle est hypertendue. On risque l'hydramniose et la déshydratation du fœtus. Ce n'est pas le traitement d'une HTA essentielle. On n'est pas dans ce chapitre, on est plutôt dans une HTA d'une autre étiologie. Ce n'est pas le sel qui est en cause de l'HTA, c'est un problème hormonal, immunologique, mécanique, qui donne l'hypertension artérielle et non pas le sel. Donc, jamais de régime sans sel chez une dame prééclamptique. On va conseiller un repos en décubitus latéral gauche parce que ça vascularise mieux le fœtus. Les classes médicamenteuses, il faut les connaître, ce qui est permis au cours de la grossesse et ce qui est contre-indiqué. Ce qui est contre-indiqué, attention aux diurétiques, sauf si on a une insuffisance cardiaque, hein, parce que ça aggrave l'hypoperfusion placentaire. C'est contre-indiqué également d'employer les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 parce qu'ils sont tératogènes. Pour le reste, c'est permis avec des précautions. Donc, l'inhibiteur calcique, en général, il n'y a pas de contre-indication. Le bêta-bloquant, on peut, mais il faut faire attention à une hypoglycémie, un bronchospasme et une bradycardie néonatale. L'action centrale,
c'est de mise, c'est l'alpha-méthyldopa, par exemple, c'est le premier et l'ultime, on va dire, traitement antihypertenseur permis chez la femme enceinte. La clonidine, si on est dans l'intraveineux. Comme vasodilatateur direct, c'est aussi permis l'hydralazine. Et alpha et bêta-bloquants, le labétolol, ils sont largement utilisés. Et sinon, c'est des alpha-bloquants seuls, la prazosine. Donc, si on retient l'inhibiteur calcique, c'est permis, surtout comme c'est-à-dire comme traitement anodin, c'est l'antihypertenseur central, surtout l'alpha-méthyldopa. Les autres vasodilatateurs alpha et bêta-bloquants sont également permis, même en intraveineux. Alors, quand décider d'un traitement ou pas au cours d'une HTA chez la dame éclamptique, donc c'est selon les chiffres tensionnels. Si c'est une HTA modérée, entre 14 et 16 de systolique, 9 et 10 de diastolique, on va conseiller un repos avec une surveillance. Si y a une HTA sévère avec une pression artérielle qui dépasse les 16-10 de tension artérielle, toujours le repos, mais maintenant avec un traitement antihypertenseur par voie orale. Et si jamais il y a pas d'amélioration sous traitement antihypertenseur dans le deuxième cas ou bien sous repos dans le premier cas, on peut aller jusqu'au traitement antihypertenseur par voie intraveineuse. L'éclampsie, comment on la traite? C'est en fait le traitement salvateur, c'est l'évacuation utérine. Hein. Mais pendant la crise, on va donner le diazépam, donc le Valium avec le sulfate de magnésium et on risque quand même le décès de la maman, l'hémorragie cérébroménagée et l'hémorragie rétinienne. Donc, c'est une complication redoutable. Voilà, la décision donc d'évacuer l'utérus, il sera donc cette évacuation utérine sera guidée par le terme et par le tableau lui-même. Donc, selon le terme, en fait, plus que 32 semaines d'aménorrhée, on ne va plus attendre. Hein. On va arrêter la grossesse au moindre signe de gravité. C'est un enfant, c'est un fœtus qui est viable, il sera prématuré, mais c'est pas un grand prématuré. On ne va pas courir le risque de complications maternelles et on va évacuer au moindre signe de gravité. Moins de 28 semaines d'aménorrhée, si l'hypertension artérielle est mal contrôlée, on fait la césarienne. Si par contre, il n'y a pas de signe fonctionnel et l'HTA est bien contrôlée, on va surveiller sous réserve d'une interruption thérapeutique de la grossesse si on a un signe de gravité. Entre 28 et 26 semaines d'aménorrhée, s'il n'y a pas de signe fonctionnel et HTA bien contrôlé, on surveille. S'il y a des signes fonctionnels et ou HTA sévère, on va indiquer une césarienne. Donc, si on résume, c'est selon le tableau, selon le terme et surtout, la prioritaire, c'est la maman. On ne va pas sacrifier une maman pour continuer à mener une grossesse à terme. Au moindre signe de gravité, on ne va pas sacrifier une dame ou bien mettre sa vie en péril. Vous me suivez? Laïla? Oui. C'est bon? Jusque-là, c'est bon? Oui, madame. D'accord. Maintenant, on va aborder quelques plaques pour parler des néphropathies spécifiques de la grossesse, autres que la prééclampsie. Je vais dire quelques mots de l'HTA gravidique. Donc, comme on l'a défini, c'est une HTA qui reste isolée après 20 semaines d'aménorrhée, donc sans protéinurie, la dame étant normotendue avant la grossesse. Il y a les mêmes complications que la toxémie gravidique. Le traitement est identique. La tension artérielle va revenir à la normale après l'accouchement. Donc, c'est une HTA qui apparaît après 20 semaines d'aménorrhée, sans protéinurie, même complication, même traitement que prééclampsie. Maintenant, il y aura gravidique et du postpartum. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'insuffisance rénale est une complication de la prééclampsie. Sinon, on peut avoir également une insuffisance rénale fonctionnelle au début de la grossesse à cause des vomissements incoercibles. Presque tout peut être vu au cours de la grossesse, tous les tableaux histologiques, vasculaires, tubulaires et même une nécrose corticale bilatérale.
La PNA gravidique, donc les infections urinaires sont fréquentes, surtout pendant le 3e trimestre. Il faut traiter une infection urinaire même si elle est asymptomatique. Ça se complique par une PNA dans 1 à 2% des cas. Le traitement antibiotique privilégié, c'est les céphalosporines de la 3e génération. Yasmine, maintenant, tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as posé la question d'une néphropathie préexistante ou révélée par la grossesse. Hein. Donc, qui nous dit que cette dame n'a pas de néphropathie sous-jacente? Je t'ai dit tout à l'heure qu'on va continuer à surveiller la dame après l'accouchement si elle est asymptomatique avant et pendant la grossesse, mais sinon, la dame peut avoir une grossesse sur une néphropathie préexistante, comme, donc ça sera une prééclampsie surajoutée, ou bien même la grossesse peut révéler une néphropathie. Donc, c'est la circonstance de diagnostic d'une néphropathie. Là, donc, toutes les néphropathies peuvent être observées hein, et les anomalies, bien sûr, apparaissent avant 20 semaines d'aménorrhée si c'est préexistant et ça va persister après 6 mois de l'accouchement. Hein. Donc, ce n'est pas une prééclampsie ou une toxémie gravidique pure, mais c'est plutôt une néphropathie sous-jacente sur laquelle se greffe une prééclampsie. Il y a un risque de progression de la néphropathie. Une dame qui se connaît insuffisante rénale ou bien ayant un problème glomérulaire de syndrome néphrotique, d'une néphropathie glomérulaire, surtout, on va lui conseiller de faire attention aux grossesses pendant l'accouchement, parce que pendant l'accouchement, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un hyperfonctionnement du rein. On a une hyperfiltration glomérulaire, un rein déjà défaillant ou bien qui est à moins de ses capacités physiologiques normales, il risque de s'épuiser encore plus rapidement pendant la grossesse et ça peut aggraver, c'est un risque de progression de la néphropathie. On va voir que les néphrons restants vont s'épuiser plus rapidement et la progression de la maladie est plus rapide. Donc, il faut faire attention à la progression d'une néphropathie sous-jacente. C'est une dame qui désire la grossesse. Pour la néphropathie lupique, donc on peut avoir une néphropathie lupique connue, une dame lupique connue, ou bien une dame qui voit un lupus diagnostiqué au cours d'une grossesse. C'est-à-dire que la grossesse est un facteur déclenchant d'une poussée lupique. Hein, et on va faire le diagnostic de lupus pendant cette grossesse. Le tableau clinique, c'est une HTA plus ou moins syndrome néphrotique ou bien néphritique, plus ou moins insuffisance rénale aiguë. Il y a un risque fœtal de prématurité, de mort fœtale, de BAV, parce que les anticorps antinucléaires de type SSA et SSB, c'est un facteur de risque de BAV du fœtus. En fait, la dame, quand elle est lupique, il faut programmer sa grossesse. C'est pas comme toutes les dames. Donc, il faut au moins une rémission d'1 année pour permettre à une dame lupique de mener une grossesse. Et il faut intensifier le traitement corticoïde au 3e trimestre. Comme autre néphropathie sous-jacente, la néphropathie de reflux, le reflux vésico-urétéral, et on va avoir que la fréquence des pyélonéphrites aiguës va être plus élevée chez les dames ayant un reflux vésico-urétéral. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une hypotonie des voies excrétrices et par compression utérine, on risque d'exagérer ce reflux, on risque de favoriser ces infections urinaires déjà favorisées par le reflux. Les PNA, ça peut être source de prématurité, d'avortement, de sepsis chez la dame. Donc, c'est quand même pas une grossesse très à l'aise qui est menée. Hein. La néphropathie diabétique maintenant, la grossesse également, comme le lupus, doit être programmée. Il faut un contrôle glycémique par insuline et non pas par ADO avant la conception et pendant la grossesse. Il y a un risque de complications maternelles et de macrosomie. Une dame enceinte diabétique risque d'avoir un bébé macrosome. Et si la protéinurie dépasse les 0,5 g par 24 heures, il y a un risque d'éclampsie qui s'élève à plus que 50%. Maintenant, si on a une dame présentant une HTA chronique, qui est donc antérieure à la grossesse, elle peut être essentielle, mais peut-être secondaire. Si l'HTA est modérée, les complications sont rares, en fait, pourvu qu'elle soit contrôlée pendant la grossesse. Et on peut également maintenant faire, c'est-à-dire mener des grossesses à terme chez les dames
qui subissent ou bien qui sont sous dialyse chronique. C'est vrai que c'est rare parce que la fertilité se voit très basse au cours c'est-à-dire chez les dames insuffisante rénale chronique terminale en dialyse, mais il y a des chances de conception. Si c'est le cas, donc la surveillance doit être stricte. Il faut intensifier l'hémodialyse qui doit être quotidienne. Elle doit être douce, mais quotidienne. C'est-à-dire, on ne va pas trop ultra-filtrer la dame, on ne va pas retirer beaucoup d'eau d'une façon très intensive. On va retirer chaque jour un tout petit peu d'eau. Et la grossesse est menée à terme dans seulement un quart des cas. En conclusion, donc, la grossesse peut décompenser les néphropathies préexistantes, engendrer des affections vasculo-rénales spécifiques, les HA gravidiques qui sont fréquentes et graves. Le pronostic maternel et fœtal sont engagés et il faut bien sûr collaborer entre obstétriciens, néphrologues et néonatologistes pour aboutir à la fin de cette grossesse. Le traitement antihypertenseur a pour but de protéger la mère des complications de l'hypertension artérielle et ne pas oublier l'aspirine à faible dose qui peut prévenir donc la prééclampsie chez les femmes à risque. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous êtes seulement 6 à suivre le cours pour une promotion quand même, voilà, quand même, 200, voilà, 6 seulement suivent le cours. Et vous êtes toujours là ou pas? Oui, madame. Qui est là? Vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair. C'est bon? Oui. Heureusement que vous n'avez pas cours après parce qu'on a empiété quand même sur le temps. Hein. D'accord. C'est pas grave. Alors, désolée de vous avoir retenu plus longtemps que prévu parce que quand même j'étais à l'aise parce que je savais qu'il n'y avait pas cours après. Donc, j'attends d'autres questions s'il y en a. Oui? Ben, sinon, je vous dis Shahia Taïba. Oui? Yasmine, dis-moi. C'est quelque chose de très fréquent, ma mère, en Tunisie, la prééclampsie. Non, ce n'est pas très fréquent. Il y a des facteurs de risque que ça survienne, mais ce n'est pas très fréquent. La fréquence, c'est vrai que c'est plus élevé dans les pays en voie de développement, mais ce n'est pas toutes les grossesses qui sont sujettes à une prééclampsie. Hein. C'est 1 à 5% des grossesses. Ce n'est pas très fréquent, non, ce n'est pas très fréquent. Mais bien sûr, si vous passez en gynécologie ou bien vous allez ne voir peut-être que des fins prééclamptiques, mais ça, c'est le biais de sélection parce que c'est parce que seulement vous êtes en gynécologie. Hein. Mais les dames qui mènent des grossesses sont beaucoup plus, un nombre beaucoup plus élevé que celles qui sont en gynécologie. D'accord? D'accord. OK. D'autres questions? Je ne vous retiens pas plus que ça et je vous dis Shahia Taïba alors. Et Aïdkoum Mabrouk, Inch'Allah. Shahia Taïba, merci. Mesema.